Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Clémentine, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Beyond Yourself. Comment vas-tu ? Salut Julie, écoute, très bien, je suis enchantée d'être ici, honorée d'être accueillie sur ton podcast et j'ai hâte d'avoir cette discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Trop cool, honorée, alors là je crois qu'on me l'a jamais sorti sur le début d'une interview, donc je suis honorée aussi. Alors, avant qu'on démarre, on va attaquer un sujet qui est super. Aujourd'hui, on va parler de communication unique, de communication engagée. Tout ça pour attirer les bons clients à soi. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis coach, mentor, accompagnante, / choisissez le mot que vous voulez, en stratégie de communication authentique. Donc j'accompagne les entrepreneurs engagés à avoir une communication qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien, pour prendre du plaisir à faire du contenu et qui leur permet surtout d'attirer des clients, les bons clients, et de vendre naturellement sans avoir besoin de forcer, sans forcément prospecter. Tout ça grâce au contenu. C'est quand même un programme qui fait rêver tous les entrepreneurs, je pense. Et donc, je rebondis et j'attaque direct le morceau. Comment est-ce qu'une communication unique et engagée peut aider à attirer les bons clients à soi ? Parce que finalement, on va faire un tri naturel avec son contenu et c'est tout aussi l'objectif de la création de contenu qui est authentique, qui est engagé, qui est unique. Encore une fois, choisissez les mots que vous voulez. Moi, j'utilise le terme authentique, mais ça veut dire sincère, transparente, honnête. Parce que en étant soi-même dans son contenu, en partageant ses valeurs, en partageant son expertise, en partageant sa vision, sa façon de penser, etc., en montrant sa personnalité, on fait du tri naturellement en fait, parce que y a des personnes avec qui notre message il va pas résonner, avec qui ça va pas matcher, et c'est ok. Faut aussi partir du principe que tout le monde ne peut pas vous apprécier, tout le monde ne peut pas vous aimer. On est 8 milliards sur cette planète. On peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est totalement ok. Vous, de votre côté, je suis sûre qu'il y a des personnes avec qui ça matche moins, avec qui vous avez moins d'atomes crochus, et c'est normal. Mais grâce à une communication vraiment qui vous ressemble, dans laquelle vous mettez de qui vous êtes, de vos valeurs, etc., vraiment, ça va vous permettre de connecter avec les bonnes personnes et donc de pas perdre de temps et d'énergie avec des personnes avec qui ça va pas matcher, qui vont vous prendre trop d'énergie, trop de temps, trop d'espace mental, avec qui votre prestation de service va peut-être mal se passer, ou alors qui vont acheter vos produits, qui vont pas être contents de votre travail. Donc vraiment, ça vous permet naturellement de faire un tri et d'attirer à vous quasiment uniquement, bien sûr ça ne marche pas à 100% du temps, c'est pas une formule magique non plus, mais attirer 99% du temps des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui ont envie en fait déjà plus ou moins de travailler avec vous, et donc les personnes qui feront l'effort final de vous contacter, d'acheter chez vous, ils auront envie de le faire pour vous, au-delà de vos compétences. Ils ne chercheront pas que des compétences, ça va matcher sur le plan humain aussi. Et pour moi, c'est quand même capital. Après, libre à vous de pas, que ça soit pas un critère. Mais pour moi, c'est quand même un critère que ça se passe bien avec mes clientes, qu'on s'entende bien, qu'on matche sur le plan humain. Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, parce que pour elles aussi, c'est important d'avoir des personnes avec qui elles vont travailler, et avec qui ça va matcher humainement parlant, au-delà du travail, quoi. On est d'accord, on rêve tous quand même d'avoir des clients avec qui ça se passe bien. Que ceux qui pensent le contraire viennent me voir, parce que là, je serais très très étonnée. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure sur vous mettez le mot qui vous convient derrière. Moi, tout ce que tu m'as exposé là, il y a un mot vraiment qui fait écho chez moi, c'est le côté alignement. Pour avoir une communication qui, je pense, est unique et qui nous ressemble, il faut être aligné avec qui on est réellement et ce qu'on a envie aussi de faire ressortir du coup. Exactement. Et je sais à quel point c'est pas évident de trouver l'alignement, de se connaître aussi, parce que être aligné avec soi, c'est apprendre à se connaître profondément. Du coup, est-ce que toi, tu as des pistes peut-être à donner, des questions clés à se poser pour adopter une communication unique ?
Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément évident et c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes parce que forcément avoir ce côté authentique, ça nécessite, comme tu dis, de bien se connaître, d'oser aussi en fait sortir des cases et des injonctions qu'on peut entendre partout et de sortir en fait des codes et des obligations qu'on se donne dans la communication. Moi c'est un gros travail que je fais avec mes clientes, de dire vous êtes obligé de rien en fait dans la communication. Non, t'es pas obligé d'être sur Instagram, non, t'es pas obligé d'être sur LinkedIn, non, t'es pas obligé de poster tous les jours. Enfin voilà, tout sortir de tout ça, et déjà quand t'arrives à te dire ok, en fait je vais faire comme moi j'ai envie de faire. Déjà, t'es sur le bon chemin, mais effectivement ça nécessite d'avoir assez confiance en soi aussi pour le faire, de savoir ce qu'on veut raconter, d'assumer surtout son message et ce qu'on veut faire passer. Donc pour moi la première question, et c'est ce que je propose de faire dans ma mini formation gratuite, mon challenge de 5 jours pour justement arriver à être plus authentique dans son contenu, c'est vraiment de travailler sur soi avant d'entamer plus en détail la partie stratégie, qu'est-ce qu'on raconte, etc. Vraiment bien en détail et comment on vend avec son contenu. Première étape pour moi, c'est vraiment de bien se connaître, donc savoir qu'est-ce que tu as envie de raconter en fait, qu'est-ce que tu as envie de partager, est-ce qu'il y a des choses, parce que l'authenticité ça veut pas dire, tout partager, montrer toute sa vie privée. Être authentique, c'est partager ce qu'on a envie de partager, ce qu'on est en mesure de partager, ce qu'on est capable de partager. Il y a des sujets que vous aurez peut-être envie de partager, mais sur le moment, à l'instant T, c'est trop douloureux pour vous et vous n'avez pas envie de vous remettre dans ces émotions-là, donc peut-être vous allez attendre de l'avoir digéré pour en parler. Et ça ne fait pas de vous de quelqu'un de moins authentique ou de malhonnête si vous parlez pas d'un sujet à l'instant T, c'est juste des fois faut le digérer et après vous allez pouvoir en parler. Et il y a peut-être des sujets qui sont importants pour vous, mais que finalement vous serez pas à l'aise pour en parler. Je prends toujours cet exemple-là parce que je pense qu'il va parler à pas mal de personnes. J'ai des valeurs féministes très fortes. C'est aussi pour ça que je travaille avec des femmes, que j'aide des femmes à prendre leur place sur Internet, faire entendre leur voix, développer un business pour en fait que les femmes elles aient plus de place dans le monde et qu'on arrête d'avoir que tout le temps des hommes en haut. Mais le féminisme c'est pas forcément un sujet que je vais aborder dans mon propre contenu parce que je sais que j'ai pas les épaules, je me sens pas capable d'assumer des retours de bâton qu'il pourrait y avoir sur des sujets aussi touchy. Il y en a qui le font très bien et je les admire d'arriver à le faire, mais moi je sais comment ça me met dans des états de palpitation absolument impossible. Donc c'est pas un sujet que j'aborde et c'est ok, ça fait pas de moi une personne moins authentique ou je mens, etc. Parce que les personnes que j'accompagne, elles connaissent ces valeurs et je les intègre dans mon activité autrement, c'est juste que j'en fais pas un étendard par exemple. Donc voilà, c'est déjà savoir en fait où on met notre cursus, ce qu'on veut raconter, ce qui fait sens pour nous, ce qui est important. Comme tu dis, en fait, apprendre à se connaître, revenir à soi, c'est vraiment pour moi le premier truc pour gagner en confiance et se sentir capable d'oser partager qui on est et partager sa personnalité et bien sûr casser toutes les injonctions qu'on peut entendre autour de la communication. Alors, j'adore l'exemple que tu as pris et ce qui est très drôle, c'est que nous enregistrons ce podcast le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Et quand tu as parlé de messages qu'on ose porter ou pas, c'est extrêmement drôle puisque moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur Instagram et que je communique autour du coaching, etc. Et j'ai aussi de très fortes valeurs féministes, mais que je n'avais pas encore osé aborder vraiment de manière très ouverte, tu vois, sur mon compte professionnel. Et je l'ai fait ce matin pour la première fois en ce jour du 8 mars. Donc en fait, ça me fait énormément écho et je suis totalement d'accord avec toi que communiquer de manière unique, ça veut pas dire tout étaler, tout dire, tout comme on te demande pas de faire un vlog de ta vie chaque jour dans ce qui se passe quand tu vas chercher ton pain, quand tu vas à la piscine, etc. Clairement pas, mais ça dépend aussi de comment tu as envie d'évoluer. Tu vois, moi je me sentais pas prête jusqu'ici d'aborder ces sujets féministes de manière très ouverte et aujourd'hui je l'ai fait parce que je me suis sentie à l'aise justement de me dire ok, c'est un pan de ma personnalité que maintenant j'ai envie d'afficher et qui pourrait peut-être aussi m'aider à prendre ma posture, prendre ma place au niveau de la communication. Donc le côté savoir se connaître, savoir s'écouter aussi sur ce qu'on a envie de véhiculer ou pas, je trouve ça super important. Ouais, et puis comme tu dis, tu vois, finalement ça évolue aussi avec le temps. Là, je vous partage ça effectivement ce 8 mars en 2023, mais peut-être que d'ici quelques années, je serai plus à l'aise avec ça et je pourrai en parler, ou alors tu vois, peut-être je pourrais en parler plus facilement dans ma newsletter par exemple, où c'est un peu mon cocon, tu vois, que sur Instagram où tu peux avoir, ou pire sur LinkedIn, où tu peux avoir du coup des personnes un peu
qui s'enflamme vite. Donc, mais c'est cool effectivement de voir que ça évolue et comme tu dis en fait, s'écouter pour faire une communication qui est alignée avec nous, ne pas se forcer de parler d'un sujet parce qu'il faut en parler, tu vois. Il n'y a pas d'obligation. Ouais, tout à fait. Et en plus, tu me fais une transition toute faite parce que justement, j'allais te demander quels sont les meilleurs canaux de communication, comment on fait pour choisir les canaux de communication qui vont nous correspondre à 100%. Pour ça, moi, je fais travailler mes clientes, et c'est tout le temps ce que je dis, sur leur propre manière de s'exprimer et de communiquer. Souvent, on va te dire, pour choisir le meilleur canal de communication, tu regardes où t'as ciblé, etc. Oui, bien sûr, c'est à prendre en compte, on s'entend, sinon ça ne sert à rien. Si tu vas communiquer sur un canal que ta cible n'utilise pas, évidemment. Mais avant toute chose, pour moi, c'est encore une fois de revenir à soi et de s'écouter et de savoir ce qu'on a envie, et surtout de savoir avec quoi on est à l'aise. Donc, comment, naturellement, tu t'exprimes, tu communiques avec quelqu'un. Quand tu dois faire passer une information à une personne, c'est ça la communication. La communication, la définition, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un. Donc, quand tu dois communiquer une information à tes proches, à un client, enfin n'importe qui, comment tu le fais ? Est-ce que naturellement tu vas lui envoyer un message écrit ? Est-ce que tu vas plutôt lui faire un audio ? Est-ce que tu vas lui faire une petite vidéo démonstration pour lui montrer ? Est-ce que tu vas lui faire un dessin ? Et je prends pareil toujours cet exemple-là parce que je pense qu'il est très parlant. Moi personnellement c'est plutôt l'écrit ou l'audio. Mais mon chéri, à chaque fois, il n'est pas du tout entrepreneur ni rien, mais mon chéri, à chaque fois qu'il veut m'expliquer quelque chose, un concept, une information, lui il va prendre un crayon et un papier, il va me faire un schéma. C'est sa manière naturelle de s'exprimer et de m'expliquer des choses. Donc si un jour il devait créer sa boîte et communiquer, lui il serait plus à l'aise pour expliquer des choses en dessinant, en faisant des infographies, etc. Et donc c'est hyper important de se poser la question de comment moi j'aime communiquer, comment c'est naturel pour moi de communiquer, parce que ça sert à rien de se dire ok je vais absolument écrire mais je déteste ça. Oui, du coup ça sert à rien en fait, parce que tu vas pas prendre de plaisir, ça va être compliqué, tu vas passer beaucoup de temps, puis tu vas abandonner quoi. Donc on se pose la question de comment on a envie de communiquer. Moi, je te dis, j'ai mon canal numéro 1, ma manière de communiquer, c'est vraiment l'écrit, c'est par là que j'ai commencé, donc c'est un peu naturellement que la première chose que j'ai ouverte comme canal de communication, après ma page Facebook, parce que j'ai commencé en 2017, c'était The Place to Be, j'ai ouvert un blog, tu vois, ça a été mon premier gros canal de communication, ça a été le blog, parce que j'écris et j'ai un blog, un Skyblog à l'époque, depuis que j'ai 11 ans, ça fait 20 ans. Putain, ça me rajeunit vraiment pas quand je dis ça, mais ça fait 20 ans que j'écris, ça fait 20 ans que je fais des articles de blog, donc c'était pour moi naturel en fait de faire un blog. Et j'ai une de mes clientes, la toute première fois qu'on a discuté, elle arrive me voir en me disant oui Clémentine, je veux faire un blog, faut que je fasse un blog pour mon activité, machin. Et puis pendant l'appel, je creuse et en fait elle me dit mais je déteste écrire. Ah, ça va pas en fait, tu vas pas faire un blog si t'aimes pas écrire, ou alors tu vas le déléguer mais plus tard, c'est pas par là que tu vas commencer. Donc voilà, encore une fois, revenir à soi, revenir à ce qu'on veut et revenir à ce qui fait sens pour nous, avec quoi on est aligné. Donc si vous préférez écrire, trouvez des canaux sur lesquels vous allez pouvoir écrire. Si vous êtes plutôt dans la vidéo, trouvez des canaux sur lesquels vous allez pouvoir utiliser la vidéo. Et aussi, autorisez-vous à casser les codes des canaux qu'on a, parce que finalement les canaux de communication c'est des outils qu'on a à notre disposition et vous avez totalement le droit de pas faire ce que tout le monde fait sur cette plateforme là. Je reprends un exemple assez concret peut-être qui va vous parler. Je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en général, on est plutôt sur des posts écrits, alors en ce moment aussi avec plein de selfies, etc. Moi, sur LinkedIn, je m'y retrouvais plus, et je n'étais plus alignée avec ce que je faisais sur LinkedIn et avec le monde LinkedIn en général. Mais en même temps, j'aime bien cette plateforme, j'ai du monde qui me suit, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur LinkedIn ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ? Ok, j'ai envie d'apporter un moment avec mon audience où on va connecter vraiment, où on va se retrouver. J'ai envie de faire du live, j'ai envie de pouvoir interagir avec mon audience plus facilement. Sur LinkedIn, sur Instagram, c'est un peu chiant de faire des lives, c'est pas hyper pratique, je trouve. Je me suis dit, ok, sur LinkedIn, je peux faire des lives, c'est plus pratique. Les gens, ils peuvent commenter, ils sont sur leur ordi, etc. C'est beaucoup plus facile pour échanger. Vas-y, en fait, je vais faire une émission sur LinkedIn toutes les semaines. On va se retrouver en live pendant 45 minutes, 1 heure, tous les mardis midi. Et c'est la seule chose que je fais sur LinkedIn. Je fais de temps en temps des posts comme ça quand j'ai envie, mais mon activité numéro 1 sur LinkedIn, c'est mes lives sur LinkedIn. Alors oui, je ne suis pas visible comme plein d'autres personnes, mais ça répond à mon objectif de créer du lien, de connecter avec mon audience, d'avoir un vrai rendez-vous qui leur apporte des choses très concrètes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et en fait, je sors du code classique de LinkedIn. Alors oui, c'est sûr, je ne ferai pas partie des 100 personnes les plus influentes sur LinkedIn,
pas tout de suite en tout cas, mais moi ça me fait kiffer, je prends du plaisir, ça nourrit mes objectifs, ça m'aide aussi à créer du lien et à vendre. Donc en fait c'est tout bénef et je sors des cases. Et c'est ça aussi, avoir un contenu qui est unique, qui est authentique, qui vous ressemble, c'est de se dire en fait des fois je peux prendre le contre-pied de la plateforme parce que c'est qu'un outil et pourquoi je serais obligée de faire ce que tout le monde fait. Là j'ai eu une discussion avec une de mes clientes ce matin qui me dit ah ouais les reels et tout je sais pas trop, je me sens pas faire des face cam etc. Je lui dis mais ok, soit t'en fais pas, déjà t'es pas obligé de faire des reels sur Instagram, il n'y a aucune obligation, ou alors tu peux l'imaginer autrement. Elle avait un podcast à une époque, peut-être elle peut faire des espèces de mini-épisodes audio où elle met des images après en fond, enfin il y a tellement de façons de réinventer ce qu'on a à notre disposition, et c'est aussi ça, pour moi, faire une communication qui nous ressemble. C'est s'autoriser à se dire ok, je veux être sur cette plateforme mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde et je vais m'arranger comme je veux. Finalement les réseaux sociaux ou autres plateformes c'est aussi ce qu'on en fait nous. Aujourd'hui Instagram, LinkedIn, TikTok etc sont ce qu'ils sont parce que les gens qui sont dessus ont fait ces choses là et ont décider des tendances, etc. Mais c'est nous qui faisons ce que sont les réseaux sociaux. Instagram ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui si il y a 5 ou 6 ans, il n'y a pas des personnes qui ont commencé à communiquer sur leur entreprise dessus, qui sont sorties des photos classiques de la nourriture qu'on mangeait avec un filtre dégueulasse d'Instagram. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à le faire. Donc faites-le en fait, peut-être que vous allez lancer une tendance et que vous allez être le début de quelque chose de nouveau, on ne sait pas. Ça c'est clair. En tout cas moi j'adore le fait que tu repartes de toi plutôt que de te tourner tout de suite vers ton client idéal. Pour avoir suivi pas mal de contenu depuis que je suis lancée, c'est vrai qu'on se positionne toujours à la place de son client idéal pour choisir ses canaux de communication et on a tendance à s'oublier un peu dans le process. Donc je suis super fan que tu repositionnes le curseur au bon endroit parce que c'est quand même un essentiel et malheureusement moi je le vois beaucoup trop avec mes clientes aussi que j'accompagne, de se dire je fais ça parce qu'il faut que je fasse ça. Non, faut arrêter avec il faut que je fasse ça parce que non, ça ne fonctionne pas. Arrêtez s'il vous plaît. Je suis tellement d'accord, moi c'est banni le il faut que. Dès que j'entends des clientes me dire oui non mais je veux faire ça parce qu'il faut, alors attends, tu le veux ou il faut, c'est pas c'est pas le même truc. Non, donc, c'est clair, c'est pas du tout la même chose. Par contre, avant qu'on passe à la suite, j'aimerais quand même qu'on fasse une minute de silence pour les skyblogs qui ont été quand même une belle partie de notre époque quand nous étions plus jeunes. Ah, j'adore, tu m'as plongé dans mon enfance, là, c'était incroyable. Bon, en tout cas, trop cool sur cette partie, se recentrer sur soi, travailler sur soi, donc pour adopter cette communication unique. Et on a parlé aussi de communication engagée. Et j'aimerais du coup passer sur cette partie un peu plus engagée justement, puisqu'on a vu que c'était pas forcément sur des combats comme le féminisme, mais plutôt engagé de manière un peu globale. Est-ce que tu aurais du coup peut-être des astuces à nous communiquer pour justement communiquer de manière un peu plus éco-responsable à l'heure où le digital prend vraiment toute la place et on sait à quel point quand même le digital c'est pas ce qu'il y a de plus écologique à l'heure actuelle. Donc est-ce que toi t'as des astuces à nous donner pour aligner à la fois une communication unique et aussi une manière un peu plus engagée de le faire? Ouais, carrément. Alors c'est vrai que quand tu fais de la création de contenu, c'est difficile de te dire je peux avoir un impact positif niveau écologie. C'est aussi pour ça que je mets plus trop ça forcément en avant, parce que finalement moi en tant que stratège, j'ai pas tant de poids là-dessus, contrairement à des personnes qui font des sites web, qui par exemple, qui peuvent du coup proposer des sites éco-conçus. Bon, après ça fait partie de la communication, donc à penser. Pareil sur le graphisme, du coup de faire attention à son identité visuelle pour pas qu'il y ait trop de couleurs s'il faut imprimer, etc. Après sur la création de contenu pur et dur sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication, c'est peut-être de se questionner sur la quantité de contenu qu'on fait, parce que c'est un peu la mode en ce moment de dire ouais il faut publier tous les jours si tu veux être visible, machin, ou faire plus, mais finalement c'est pas trop écolo de faire beaucoup de contenu. Donc voilà, c'est des discussions que j'ai eues il y a pas très longtemps avec une amie où on s'est vraiment questionné sur est-ce que ça sert en fait de faire
5 posts par semaine sur Instagram ou 7 posts par semaine sur LinkedIn. En plus, ça a une durée de vie quand même très très limitée. Je veux dire, un post Instagram ou un post LinkedIn. Sur Instagram, si t'as de la chance, ton post il est visible 48 heures. Sur LinkedIn, tu peux te taper une semaine, mais après voilà, il est perdu dans les oubliettes d'Instagram. Donc peut-être que c'est ça, de se questionner sur la quantité et se questionner aussi sur les canaux qu'on utilise, pour miser sur des canaux qui ont une plus-value sur le long terme, en tout cas que vos contenus ils seront visibles plus longtemps. Je prends toujours ce même exemple, mais parce qu'il est très parlant. Donc je t'ai dit que j'ai commencé par créer un blog, donc j'ai un blog depuis 2018, et l'un des articles les plus lus de mon blog encore aujourd'hui, en 2023, c'est l'un des tout premiers que j'ai écrit en 2018. Donc depuis 5 ans, c'est ça, 5 ans, il me ramène du trafic et il me permet de me rendre visible et de me montrer. Et l'énergie que j'ai passée à faire ce contenu et l'énergie que lui il prend à être sur internet, il est plus rentabilisé que mes 50 posts Instagram que j'ai pu faire depuis 3 mois, parce que c'était bien, ça a permis à des gens d'avoir une réflexion sur l'instant T, mais aujourd'hui même mes fans les plus assidus, même moi d'ailleurs, je ne serais incapable de te dire ce que j'ai posté en décembre 2022, tu vois. Ouais. Parce que c'est parti, alors que voilà, les podcasts, les blogs, les vidéos, ça dure dans le temps. Donc voilà, se questionner sur la quantité de ce qu'on fait et sur les choses qui vont durer, en fait. Reprendre les principes de base de l'écologie et de la permaculture et tout ça, tu vois, de se dire, pas besoin d'en faire plus, on a des ressources limitées, donc utiliser et ne pas faire plus que les ressources qu'on a et faire des choses qui durent. Voilà. Ok, donc parier plutôt sur des canaux de communication de longue durée, quoi. Ouais. Je sais plus, il y a un mot, je crois, les médias longs, on va dire, plutôt que du snack content qui va rester 10 secondes en gros sur notre écran et qui va tomber dans l'oubli, quoi. C'est ça, exactement. Ok, trop cool. Merci pour cette précision-là. Et justement, je pense que par rapport à tout ça et par rapport à ce que tu m'apportes aussi, il y a forcément des personnes qui vont se dire que du coup, vendre et être engagé, ça ne va pas de pair. Et qu'est-ce que tu réponds du coup à ces personnes-là ? Comment tu peux les aider à peut-être faire sauter cette croyance ? Déjà, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas ouvert une association, vous avez ouvert une entreprise. Donc il y a une raison à ça derrière. J'adore les assos et c'est très bien, mais du coup ce n'est pas du tout le même objectif. Ouais. Si vous avez créé une entreprise, c'est quand même que vous avez envie un minimum d'en vivre et de faire des sous du coup dessus. Voilà, encore une fois, disons les choses clairement, on est là pour faire du business et de faire des sous et puis vivre de notre activité, il n'y a aucun mal à ça. Donc être engagé ne veut pas dire ne pas vendre. Et en fait, je pense que c'est surtout une mauvaise conception de la vente. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais là, oui, mais non, je peux pas faire payer cher, puis non, c'est mal de vendre, et oh là là, je suis un escroc quand j'essaye de vendre, etc. Alors que, en fait, non, parce que j'essaie pas de vendre à n'importe qui. Et puis c'est pas l'objectif, et j'ai pas envie. Je donne une solution, je propose une solution à une problématique que rencontre ma cliente idéale. Je lui soumets cette possibilité de venir résoudre son problème. Après, libre à elle de venir ou de pas venir, de prendre cette solution ou pas. Mais je lui propose, je lui montre qu'elle existe, je lui dis regarde, elle est là, je peux t'aider, si tu veux aller plus loin, je suis là. Et entre-temps, je lui fais du contenu gratuit qu'elle peut quand même utiliser et qui va quand même lui servir si jamais elle veut pas passer à l'action avec moi ou qu'elle peut pas. Donc voilà, je pense que c'est surtout ce côté-là de switcher sa mentalité avec la vente. Non, vendre, c'est pas être une mauvaise personne. Vendre, c'est principalement et surtout offrir la bonne solution à la bonne personne au bon moment. Et ça, on le sait aussi quand on discute. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon switch de cerveau de me dire que j'arrive à vendre en discutant avec les gens. C'est-à-dire que moi, ma manière de vendre et de convertir, après faire du contenu et attirer les bonnes personnes, en fait, je vais discuter avec les gens, je vais apprendre à les connaître, et puis plus on discute, plus on apprend à se connaître, et plus je suis en mesure de leur dire « Ah tiens, j'ai cette solution-là qui va avec ton problème, si tu la veux, prends-la, elle est là. Si tu la veux pas, c'est ok aussi, on continuera de discuter, on continuera d'être en contact, il n'y a pas de souci, je ne te vire pas parce que tu ne veux pas de ma solution. Mais du coup, voilà, ça aide beaucoup de se dire, en fait, juste, la personne, elle me soumet un problème, j'ai une solution, voilà, c'est très bien. Prends-la si elle le veut ou pas.
Donc voilà, switcher ce truc-là dans son cerveau, je pense, et après se dire que vous avez ouvert une activité, donc vous avez ouvert une entreprise, donc c'est quand même pour gagner de l'argent, et que vous méritez d'être payé aussi à votre juste valeur et à ce que votre travail il soit rémunéré. Donc vendez en fait, sinon votre boîte elle va pas durer très très longtemps. Ah, ça c'est clair, c'est le nerf de la guerre, la vente. Oui, je sais, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, voilà, si vous voulez être entrepreneur, si vous voulez avoir une entreprise, faut trouver des clients. C'est pas négociable. C'est ça, exactement. Après, moi je préfère, tu vois, voir la vente comme un échange de bons procédés finalement. Tu apportes quelque chose d'une valeur qui est la sienne contre de l'argent, mais c'est un échange de bons procédés et tu forces la main à personne si tu es justement aligné avec ta manière de faire, parce qu'on est d'accord, des escrocs qui forcent la main, il y en a aussi, mais si toi tu décides en tant qu'entrepreneur de monter un business qui est justement engagé et qui est aligné avec qui tu es pleinement, avec des valeurs qui sont très saines, ta vente, elle se fera dans le même cadre. Ça fera pas ça fera pas de toi quelqu'un qui est marchand de tapis et qui va aller forcer la main. Et c'est pas parce que tu parles de ce que tu sais faire, de ce que tu as à vendre, que tu es une mauvaise personne. Moi, je sais que je suis du genre un peu cash. Quand il y a des personnes avec qui j'ai envie de bosser et que ça fait plusieurs mois que ça me traîne dans la tête ou ça fait plusieurs semaines, ça m'arrive aussi d'aller voir les personnes et de leur dire bon, je vais être un peu cash, mais j'ai envie de bosser avec toi parce que ce que tu véhicules, ça me plaît, parce que ton projet me parle. Et les personnes, à chaque fois, le prennent extrêmement bien. Alors, ça veut pas dire que ça transforme à chaque fois, mais au moins, moi, je suis alignée avec ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de bosser, et je l'exprime clairement. Et plus tu vas être transparent, et plus les gens vont apprécier aussi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose, toi, qui te parle, en termes de manière de faire, ou ce que tu as déjà vu avec tes clients non plus, mais je trouve que plus tu vas être droit dans tes bottes et plus tu vas être à l'aise avec les manières d'aborder le sujet et plus ça se fera aussi naturellement. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi, complètement en phase avec toi. Et comme tu dis, tu peux complètement parler de ce que tu vends, de tes services, de tes produits dans tes contenus. Ça fera pas de toi une marchande de tapis, parce qu'avec une bonne stratégie de contenu, tu sais comment parler de tes offres sans avoir ce truc de panneau publicitaire, tu vois, quand je dis parler de ses offres, c'est pas juste dire « Hey, j'ai ça à vendre, achète !» Non, c'est montrer les bénéfices, montrer les transformations, le mentionner en passant comme ça. Voilà, on a discuté, je t'ai parlé de mes clientes, je t'ai parlé de mon coaching de groupe, mine de rien, ça met des petites graines dans la tête des gens et finalement des fois ça suffit. Moi je le dis souvent à mes clientes quand je corrige des contenus, je dis mais voilà, juste là, mentionne juste que j'ai vu ça avec une cliente ou j'ai aidé quelqu'un à faire ça, et comme ça on voit en fait que c'est ce que tu fais, on voit que c'est ton métier et tu parles de ce que tu fais sans être en mode mon offre elle est trop géniale, achète-la, tu vois. C'est complètement différent. Mais après je suis complètement en phase avec toi, voilà. Si vous êtes à l'aise pour aller discuter, de toute façon, si vous êtes à l'aise avec ce que vous vendez et votre offre, si vous l'aimez, ça ne va pas être un problème d'en parler. Moi, Morphose, mon coaching de groupe, je le kiffe, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, donc j'en parle, mais sans problème. Genre, je pourrais en parler toute la journée tellement je kiffe mon offre et je sais qu'elle est trop bien, qu'elle est trop géniale, etc. Donc si vous êtes à l'aise, ça va se sentir et vous allez réussir à en parler naturellement avec les personnes qui vous suivent, ou vous allez aller voir des personnes si vous préférez aussi le faire comme ça. Mais voilà, oser. Et puis bien sûr, après, les personnes qui sont un peu en mode vendeur de tapis, on les reconnaît. Hein. Donc restez honnête, restez vous-même et prenez soin des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui ont un peu peur quand on arrive à cette étape-là de la stratégie de contenu, de aller engager la conversation avec les gens, avec leur audience, parce qu'elles ont peur d'être un peu pushy, de passer justement pour ces personnes-là qui arrivent avec leurs gros sabots, etc. Et en fait, prendre soin de son audience en allant discuter avec elle, en apprenant à les connaître individuellement et de savoir c'est quoi les problèmes, c'est quoi leurs envies, c'est quoi leurs besoins. T'y vas pas avec l'optique de vendre quelque chose tout de suite, t'y vas avec l'optique de prendre soin de ton audience et de la connaître. Et au fur et à mesure des discussions, peut-être ça va déclencher des opportunités, peut-être que ça va ouvrir des possibilités, et c'est comme ça que ça se passe en fait. Tu vois, là, cette semaine, j'ai lancé une offre avec une amie et j'ai fait une story, il y a quelqu'un qui a répondu, on a échangé un petit peu et ça s'est conclu par elle prend un appel découverte pour qu'on en discute, mais il n'y avait pas d'objectif à la base de vendre quelque chose, et puis pour l'instant rien n'est signé, mais voilà, c'était juste on entame une discussion, on discute ensemble, elle a cette problématique là, j'ai une solution, je lui en parle,
libre à elle après, tu vois. Ouais, tout à fait. Chercher à créer du lien avant tout, et après ça fera le boulot tout seul. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est de se dire aussi, peut-être que tu vois, la personne avec qui tu as un appel découverte là, peut-être que ça va pas se conclure par une vente. Par contre, si elle a passé un bon moment, si elle s'est sentie en confiance et qu'elle s'est dit qu'il y avait quand même du potentiel en toi, en tes offres, etc., même si elle ne saute pas le pas, elle n'hésitera pas à parler de toi à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de toi plus tard. Donc il y a aussi tout ce phénomène de bouche à oreille, tu vois, qui se met en place, et et plus tu es aligné avec tout ce qu'on vient d'aborder au niveau de ta communication, au niveau de qui tu es, plus tu vas être toi. Et je trouve plus ça va être simple aussi de créer du lien avec ton audience, mais aussi de le faire rayonner finalement via ton audience qui va parler de toi après. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que ça fonctionne bien comme ça aussi, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment l'objectif du contenu, tu vois. Moi je dis toujours, faut donner beaucoup de valeur dans son contenu, et quand je parle de valeur, c'est vraiment en fait donner des tips, donner des conseils, donner des choses, en fait, se dire que avec ton contenu gratuit, ton audience, elle peut déjà avancer, faire des premiers pas, essayer des choses de son côté, et ça va pas t'empêcher de vendre derrière, parce que au contraire, ça va te permettre de créer un vrai lien de confiance avec cette personne, de se dire « Ah bah attends, j'ai déjà eu des résultats en lisant son contenu gratuit et en appliquant ce qu'elle me raconte gratuitement. Mais alors, qu'est-ce que ça va être si je travaille avec cette personne ? Je vais faire un bond de ouf. » Et ça marche aussi pour les produits. C'est donner envie, montrer ce que ça donne. Et du coup, ça va donner envie d'acheter, forcément. C'est juste de se dire « Si elle achète pas, c'est pas grave. Au moins, elle a déjà des petits bouts. Elle peut avancer toute seule. Et au moins, elle pensera à moi. » Et comme tu dis, elle pensera à moi, elle en parlera autour de moi. Moi, j'ai plein de personnes qui débarquent dans mon audience, et quand je vais leur demander coucou, pourquoi t'es là, par quoi t'arrives, etc., pour faire connaissance, c'est souvent on me dit c'est un tel qui m'a parlé de toi, c'est machin qui m'a recommandé, elle aime bien ton contenu, etc. Des fois, c'est des gens que moi-même j'ai pas forcément beaucoup échangé, que je connais pas trop, mais comme tu dis, parce que je leur apporte des choses qu'ils apprécient, ils vont en parler avec d'autres personnes, et bouche à oreille, 2023, ça marche toujours très bien. Exactement, ne pas négliger cette partie-là, clairement, et ça montre aussi que c'est super important de prendre soin finalement de ton audience du début à toujours, parce que même si ça se transforme pas à un instant T, ça peut revenir plus tard, ça peut être répercuté sur d'autres personnes, donc il y a un vrai soin à mettre aussi sur le lien que tu crées au quotidien. Souvent, on veut prendre soin de ses clients, et c'est très bien, il faut bien sûr prendre soin de ses clients, c'est vos meilleurs ambassadeurs, on s'entend. Mais il y a le avant aussi, en fait. Le service client et prendre soin de ses futurs potentiels clients, c'est tout aussi important que de prendre soin de ses clients et de ceux qui sont passés à l'acte d'achat, quoi. Donc prendre soin, comme tu dis, des gens du début, du moment où ils te découvrent, du moment où ils embarquent dans ton univers, à le moment où soit ils achètent et puis du coup ils deviennent clients et donc tu les chouchoutes, soit tout le temps parce qu'ils n'ont pas passé à l'action, et c'est quand même important de les chouchouter parce qu'ils sont là et que c'est des humains et qu'ils s'intéressent quand même un minimum à ce que tu fais, donc c'est quand même la moindre des choses de leur rendre l'appareil, quoi. Ça, c'est clair. Bon, trop cool en tout cas. Merci beaucoup Clémentine pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Avant que tu partes, tout de même, j'ai une question pour toi. J'adore poser cette question. Elle est un peu tricky, mais je l'aime beaucoup. Si tu étais à ma place et que tu pouvais te poser une question sur cet épisode de podcast, quelle serait cette question ? C'est effectivement un peu tricky. Je pense que je me poserais la question de... Et puis forcément ça revient avec mon expertise, mais je pense que je me poserai la question du coup. Est-ce que publier c'est suffisant pour trouver des clients ? Est-ce que publier du contenu c'est suffisant pour trouver des clients ? Ok. Parce que du coup, je te pose la question. Parce que c'est une croyance quand même qu'il y a, et puis c'est parce que c'est ce qu'on montre en fait, c'est ce que plein de gens montrent, de créer du contenu sur internet, c'est la solution facile et miraculeuse pour trouver des clients. Poste sur Instagram, tu vas trouver des clients. Poste sur LinkedIn, tu vas trouver des clients. Fais des vidéos sur TikTok, tu vas trouver des clients. Fais un blog, tu vas trouver des clients. Alors oui, bien sûr, ça fonctionne. Je trouve 99% de mes clientes grâce à mon contenu, mais ce n'est pas simplement parce que je poste que je trouve des clientes. Je trouve des clientes et mes clientes trouvent des clients parce que elles sont au clair sur leur business, elles sont claires dans ce qu'elles font, où elles vont, etc. Elles ont une stratégie de contenu en béton qui leur permet de savoir quoi dire, quand, comment,
acquis pour réussir à atteindre leurs objectifs, et elles savent aussi comment vendre à travers leur contenu, parce qu'encore une fois, vendre, c'est pas simplement parler de ses offres et montrer ce qu'on fait, c'est tout un processus, c'est tout un chemin. Une personne ne va pas devenir cliente chez toi avec une publication Instagram. C'était peut-être le cas il y a 3 à 4 ans, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et comme on disait, pour vendre, finalement, le plus important, c'est de créer du lien, engager les conversations, etc., déclencher des opportunités. Donc oui, on peut trouver des clients avec son contenu. Oui, c'est faisable. Oui, c'est accessible à tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneurs. Moi, j'en suis convaincue. Je suis persuadée que chaque entrepreneur peut trouver des clients grâce à la création de contenu. Mais ça suffit pas de poster. C'est pas juste en postant n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête, que ça va fonctionner. Si on veut vraiment avoir des résultats, il faut, voilà, comme je te disais, bien savoir où on va avec son activité, avoir une stratégie en béton, savoir comment on vend, avoir une bonne organisation. Voilà, tout ça, quoi. Et sortir de ce truc de créer du contenu, c'est la solution miracle pour trouver des clients. Je vais poster sur Instagram et oh là là, je vais avoir plein de demandes dans mes DM et je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Non. Ça va être incroyable. Sorry, je vous casse un petit peu, voilà. Mais et si c'est un sujet qui vous intéresse, je tease un peu. Mais d'ici quelques jours, j'ai mon podcast Comme toi qui sera en ligne et ce sera justement le sujet du podcast de vous montrer que avoir une stratégie de contenu, c'est pas difficile, c'est pas une montagne infranchissable, mais c'est essentiel pour avoir des résultats avec votre contenu. On adore le teasing et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Clémentine ? Alors, pour l'instant, sur Instagram, clémentine.lavotte. Je suis aussi sur LinkedIn, Clémentine Lavotte. Mon site web avec le blog, la newsletter, les contenus gratuits à télécharger. Et puis, alors, en principe, quand l'épisode de podcast sortira, mon podcast ne sera pas encore sorti, mais si vous voulez avoir les infos et pas louper ça, vous pouvez me suivre sur mes autres plateformes et comme ça, vous aurez l'info de ce nouveau podcast qui débarque très bientôt. Parfait, écoute, je vais mettre tout ça dans la description et puis moi j'ai hâte de découvrir ton podcast parce que ça c'est top, comme nouveau format, moi j'adore, je suis de ceux qui font la vaisselle en écoutant un épisode de podcast. Donc... La même, exactement la même. quand je fais la vaisselle, quand je fais du point de croix, quand je me prépare le matin. Optimisation du temps. Exactement. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup Clémentine encore une fois d'être venue aujourd'hui partager un petit bout de ton expertise et nous donner envie de te suivre. C'était vraiment très très cool et puis on se retrouve très vite. Merci à toi Julie, à très vite. Merci, ciao.